Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'analyse technique. Bonjour Célina. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dorian Abadi et avec Célina Sérémé, nous sommes tous les deux analystes bourse pour meilleur taux placement. Donc, merci pour votre présence ce soir à ce webinaire qui est l'un des 4 nouveaux services que l'on vous a proposés en début d'année avec un guide d'investissement au premier trimestre qui d'ailleurs est envoyé désormais à tous les nouveaux membres qui rejoignent la communauté. Un guide sur les dividendes au deuxième trimestre au moment de la moisson des dividendes comme chaque année. Et puis donc un guide spécial élection américaine qui suivra dans quelques mois, évidemment, voilà, juste avant les élections. Donc pour ce troisième trimestre, on est ce soir présent pour vous présenter avec Célina une initiation à l'analyse technique. On sait que c'est un sujet qui plaît à beaucoup d'entre vous. Ce sont donc deux nouveaux services de l'abonnement Meilleur Taux Bourse Privée en complément de ceux que vous connaissez bien, comme les analyses de portefeuille, les réponses à vos questions d'argent, les recommandations boursières évidemment, et puis depuis le début de l'année, l'analyse technique de vos titres. Donc justement, ce soir, on va tâcher de décortiquer un petit peu ce qu'est l'analyse technique avec vous, justement pendant ce webinaire. Alors, vous pourrez bien sûr poser vos questions, mais nous y répondrons à la fin avec Célina. Et puis voilà, un petit mot avant de commencer. Il est possible de tester gratuitement Meilleur Taux Bourse Privée, mais surtout pour vous, en tant que membre de la communauté, de prolonger votre abonnement avec une offre en promotion que vous trouverez en description de la vidéo. Et cette réduction est valable si vous souhaitez souscrire ou prolonger d'un an votre abonnement. Voilà. Alors, on va se diviser en deux la présentation de ce soir avec Célina, puisque vous allez le voir, il y a deux grandes écoles à l'analyse technique. Pour ma part, je vais vous parler de chandelier japonais, de ce qu'on appelle le price action, c'est-à-dire vraiment l'analyse du prix. Et puis Célina, dans un deuxième temps, reviendra sur une autre école, c'est-à-dire l'utilisation d'indicateurs et d'oscillateurs techniques. Alors, cette introduction, elle a aussi vocation à présenter, je dirais, un petit peu les bases incontournables, parce que on va évidemment parler de bourse, que vous connaissez bien pour la plupart en tant que membre de la communauté, mais aussi si vous nous lisez régulièrement au travers des newsletters, celle de Marc Fiorentino le matin, celle du soir que l'on anime avec Célina. Donc voilà, petite piqûre de rappel, c'est toujours bon à prendre. C'est simplement la bourse, c'est simplement le marché où s'achètent et se vendent des actions, des obligations et d'autres titres financiers, et qui permet aux entreprises de lever des fonds et aux investisseurs de réaliser des gains ou des pertes en fonction de la performance de ces titres. Alors, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est l'analyse technique. L'analyse technique repose évidemment sur des sous-jacents, des sous-jacents boursiers comme les actions. On va d'ailleurs prendre en guise d'exemple tout au long de ce webinaire Dassault Systèmes comme exemple. Et puis surtout, l'analyse technique, pour la définir, c'est une méthode, c'est un ensemble de méthodes, je devrais dire, qui est utilisé par les investisseurs et les traders pour anticiper les futurs mouvements du prix d'une action, du prix d'un actif financier plus largement, comme un indice boursier avec le CAC 40, en se basant sur l'étude des données passées, c'est-à-dire sur l'étude des prix passés, puisque par définition, sur un graphique boursier, bien, nous n'avons que ça, nous n'avons que des prix passés, que ce soit ceux de la séance clôturée, que ce soit ceux des dernières semaines ou des derniers mois. Donc l'analyse technique, en fait, s'appuie sur l'idée que l'histoire se répète et que les comportements des investisseurs sont prévisibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est si populaire. C'est parce que beaucoup d'investisseurs l'exploitent et travaillent sur ce que l'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire le fait que globalement tous les investisseurs, que ce soit des humains ou des robots de trading, des algorithmes, identifient à peu près tous les mêmes grands niveaux techniques. Alors, je le disais à l'instant, en fait, on se repose beaucoup sur des comportements très répétitifs, des comportements très prédictifs. De notre point de vue, chez Meilleur Taux Placement, il ne faut pas l'opposer, comme c'est souvent le cas, comme on le voit souvent, à l'analyse fondamentale, qui, elle, est l'étude des rapports financiers, finalement, des entreprises, c'est-à-dire l'évolution du bénéfice de Dassault Systems, l'évolution de ses perspectives commerciales pour les prochains trimestres. Nous, on pense au contraire que les deux analyses techniques et fondamentales sont parfaitement complémentaires, puisque sur l'analyse technique, et on verra pas mal d'exemples sur un graphique directement tout à l'heure, on voit des éléments qui ne peuvent pas être perceptibles via l'analyse fondamentale. Typiquement des seuils techniques, ce que l'on appelle des supports ou des résistances. On vous présentera ça concrètement dans quelques minutes. Ce sont des éléments complémentaires et non visibles, non détectables avec la seule analyse fondamentale. Alors, il y a une image que j'aime bien et on va vous la proposer tout au long de ce webinaire. Ce sera un petit peu le fil conducteur, l'analogie de ce webinaire.
C'est l'image de l'enquête policière. Dans une enquête policière, un seul indice ne suffit pas pour arriver aux conclusions de l'enquête, pour déterminer qui est le criminel recherché par l'inspecteur Colombo, par exemple. Il faut une succession, il faut un ensemble d'indices concordants pour arriver à la conclusion de l'enquête. L'analyse technique a cette même caractéristique, c'est-à-dire qu'un seul indice, un seul élément que l'on verra ce soir n'est absolument pas suffisant pour rentrer à la hausse ou à la baisse, à l'achat ou à la vente sur le marché. Il faut détecter une succession d'indices concordants qui nous permettent d'établir cette conclusion achat, vente, hausse, baisse. Donc c'est ce que l'on va vous proposer. Et puis, sans plus tarder, avec l'incontournable absolu de l'analyse technique, c'est-à-dire le prix. Le prix, généralement, dans les séries ou dans les films, on a une représentation très stéréotypée sous la forme d'une ligne. En réalité, vous en avez déjà vu, je pense pour la plupart, c'est une succession de rectangles verts et rouges qu'on appelle les chandeliers japonais. Pour simplifier la présentation, en fait, ce soir, chaque chandelier va représenter une séance d'évolution. Donc un chandelier vert représentera, par exemple, la séance d'un lundi sur le titre d'Assaut System. L'idée, c'est que c'est une très vieille méthode. En fait, les chandeliers japonais, on s'en rend pas trop compte, mais ça a plus de 5 siècles d'existence. Comme le nom l'indique, ça vient du Japon. Et pour simplifier la chose, en fait, un chandelier vert témoigne d'une séance haussière sur une action. Dans le cas de Dassault Systèmes, par exemple, on a ouvert à 30 euros à 9 heures ce matin. Et puis on a clôturé à 35 à 17h30. Cette différence de 5 euros, c'est la différence simplement entre le prix de clôture et le prix d'ouverture. Et vous le voyez sur la slide, c'est ce que l'on appelle le corps. C'est-à-dire c'est véritablement le rectangle du chandelier japonais. Mais entre 9h et 17h30, pendant la séance, peut-être que le prix est allé un petit peu plus haut, par exemple à 42 euros, mais aussi un petit peu plus bas à 28. Ces extrémités-là, le plus haut et le plus bas, sont matérialisés avec ces petits traits verticaux que l'on appelle alors soit des ombres, soit des mèches. Ce sont deux synonymes. Et simplement, tout le but du jeu pour l'analyste technique, le chartiste comme on dit, c'est d'établir un rapport de force entre la taille du corps et des ombres. Le corps est plutôt un signal de certitude, alors que l'hésitation, enfin plutôt la mèche, est un signal d'hésitation. C'est-à-dire que le prix est allé, pour grossir le trait, en ligne droite entre 9h et 17h30 de 30 à 35 euros, mais entre-temps, il a hésité à aller un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Ces traits, ces mèches distinguent voilà, à nouveau l'hésitation des investisseurs et le corps indique leur certitude. Le cas inverse, bien sûr, très intuitif, c'est le cas rouge, le cas baissier, où le corps est négatif, c'est-à-dire qu'on a un prix d'ouverture supérieur au prix de clôture. Par exemple, à 9 heures, le titre valait 30 euros, et puis à 17h30, il n'en valait plus que 25, avec une hésitation à 22, distinguée par la mèche inférieure, et une hésitation à 43, par exemple, distinguée par la mèche supérieure. Donc ce rapport de force, en fait, va nous permettre de distinguer tout un tas de chandeliers japonais. Ce soir, on va voir les deux cas d'école un petit peu emblématiques, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Donc l'hésitation absolue, matérialisée par ce qu'on appelle un doji, et la certitude absolue, matérialisée par ce qu'on appelle un marubozu. Alors ce sont des termes japonais, comme beaucoup de termes en analyse chartiste, hein, parce qu'à nouveau, ça vient du Japon avant qu'un un financier, Steve Dinson, un financier américain dans les années 90, popularise la pratique en Occident. Donc le doji, c'est vraiment le prix d'ouverture égal au prix de clôture, donc il n'y a pas de corps. Il y a simplement de l'hésitation au-dessus et en dessous, uniquement des mèches. Ça, on va le voir d'ailleurs techniquement sur un graphique dans quelques minutes. Généralement, pas systématiquement, mais généralement, on aime bien avoir 7 indices dans l'enquête après une tendance, c'est-à-dire une tendance baissière sur Dassault Systems, très forte, puis une hésitation qui met fin à cette tendance baissière et un rebond haussier. Et à l'inverse, alors en chemin, c'est-à-dire pendant la création de cette tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, on a de grandes impulsions qui peuvent faire suite à une bonne publication économique, qui peuvent faire suite simplement à une vague d'achat, c'est-à-dire à une vague d'investissement, une hausse des volumes investis en bourse. Et donc là, on n'a vraiment que du corps, c'est-à-dire que le prix d'ouverture et le prix de clôture sont les deux extrémités idéales du chandelier. Il n'y a aucune ombre. En réalité, dans la pratique, il peut y avoir une toute petite ombre. Ce qui est très important, c'est surtout que le corps soit très largement prédominant. Et on va retrouver ça pour le cas un petit peu d'école, en plein milieu d'une tendance, pour la renforcer, pour nous dire ça n'est pas fini, on va aller encore plus haut. Là, pour grossir le trait entre 9h et 17h30, sans aucune hésitation, on est allé en ligne droite d'un point bas à un point haut, du prix d'ouverture au prix de clôture dans le cas du Marubozu haussier. Voilà, ça c'est pour la théorie. Pour la pratique, on va maintenant s'intéresser donc alors,
à TradingView. D'ailleurs, je devrais en parler un petit peu. Alors, on n'est pas partenaire de TradingView, c'est pas une publicité, on n'est pas, c'est pas un placement de produit. Simplement, on aime beaucoup cette plateforme. On l'utilise à la fois pour ce webinaire, mais aussi au quotidien avec Célina. Si vous voulez creuser un petit peu l'analyse technique après cette séance, après ce webinaire, vous avez la possibilité en fait de créer un compte gratuitement par vous-même. Il y a aussi une formule payante, mais la gratuite est largement suffisante. Et donc, typiquement, ici, on a le graphique de Dassault Systèmes sous les yeux. Je vous le disais en introduction, chaque chandelier représente une séance d'évolution. Pour avoir cette temporalité-là, il faut cliquer en haut à gauche ici. Alors c'est paramétré ici en anglais, vous pouvez le faire en français, mais simplement on va prendre one day ou un jour en français pour avoir des chandeliers quotidiens. Juste à côté du bouton que je vous ai indiqué, vous avez les représentations graphiques, celles notamment un peu stéréotypées sous forme de lignes, très film, très série, mais surtout celle des chandeliers japonais qui est la plus populaire au sein des investisseurs. Au printemps-été 2023 sur Dassault Systèmes, on a eu une vague haussière que j'indique ici avec le curseur, un doji, donc typiquement le signal d'hésitation que l'on cherche à avoir, l'indice de l'enquête que l'on cherche à avoir après une première phase d'impulsion, une hésitation et puis un retournement baissier. Un retournement baissier qui a duré plusieurs semaines jusqu'à ce doji ici, cette extrémité, cette hésitation, et à nouveau un rebond haussier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il faut bien comprendre que ça n'est pas parfait. On aurait le métier le plus simple du monde s'il suffisait de détecter des doji pour se dire c'est sûr, le marché va se renverser. Ça n'est qu'un indice au sein de l'enquête. Pour vous donner quelques exemples où ça aurait été un échec de se limiter à ce seul indice. Ici, par exemple, donc on a en plein milieu de la tendance baissière, 2 séances consécutives où il y a une hésitation, où il y a des doji. Donc là, on aurait pu se dire, bah, le marché va se retourner à la hausse. Il s'est passé précisément l'inverse. On était simplement au milieu de la tendance baissière que je vous ai indiquée tout à l'heure. Au sein de cette tendance, on va avoir des séances très fortement rouges, les fameux Maru-Bouzou baissiers, notamment ici le 12 septembre, où là, il y a littéralement aucune ombre. C'est vraiment le marché qui nous dit, enfin les investisseurs plutôt qui nous disent, on va continuer à aller plus bas, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis inversement, on peut trouver quelques Maru-Bouzou. Celui-ci n'est pas parfait, vous voyez qu'il y a quand même quelques petites mèches au-dessus et en dessous. On peut le considérer sans exagérer que c'est tout de même un Maru-Bouzou parce que peut-être 85 ou 90% du chandelier sont uniquement composés du corps. Voilà un petit peu pour les éléments que l'on cherche à isoler. Je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de chandeliers très spécifiques. Moi, je vous en présente que deux ici pour cette initiation. Ça sert à rien de tous les connaître en réalité, il y en a plusieurs dizaines. Généralement, pour respecter un peu ce caractère auto-prophétique, que ce soit sur les chandeliers ou quand c'est un peu plus complexe, les figures chartistes, quand on vient assembler plusieurs chandeliers entre eux, ou que ce soit pour les indicateurs et oscillateurs techniques, eh bien, on s'en remet toujours aux outils les plus populaires. Peut-être 5 ou 10 formes de chandeliers différentes, peut-être 3, 4, 5 figures chartistes et également 4, 5 indicateurs grand maximum. Il y a une expression qu'on aime bien, c'est de dire il ne faut pas que le graphique se transforme en sapin de Noël, c'est-à-dire qu'on ne voit même plus le prix tellement on assemble des éléments graphiques. Voilà. Un peu comme si on mettait trop de guirlandes sur un sapin. Quand on commence par contre à assembler les chandeliers entre eux, on se rend compte sur un graphique, quel qu'il soit, peu importe le sous-jacent, qu'il y a des zones où le prix bloque. Alors, c'est ce qu'on appelle des résistances ou des supports. Fondamentalement, ce sont exactement les mêmes choses. Ce sont des zones de blocage. C'est-à-dire que le prix vient buter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, par exemple sur le niveau des 35 euros sur Dassault Systèmes, sans réussir à passer au-dessus. Quand ce prix est supérieur aux valeurs actuelles, c'est un plafond, c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc supérieur, par exemple, aujourd'hui au 34,32 € qui est le prix de clôture exact de Dassault Systèmes, on aurait des résistances par exemple à 35, à 40 euros. Et puis quand c'est un niveau inférieur, un plancher, on appelle ça un support. Mais à nouveau, fondamentalement, ce sont exactement les mêmes choses. Ce sont des niveaux de prix à partir duquel le sous-jacent bloque tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Graphiquement, on va en tracer quelques-uns ensemble. Donc on va revenir sur les cotations les plus récentes de Dassault Systèmes. Donc vous avez sur la partie gauche de TradingView tout un tas d'outils techniques. Ici, nous, on va simplement utiliser pour commencer des lignes horizontales pour tracer justement des supports et des résistances horizontales. Et puis après, on en placera quelques niveaux obliques pour tracer un canal. Donc, alors c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que c'est à force d'en faire qu'on les voit assez rapidement, mais le but du jeu est assez simple quand on trace un support ou une résistance, c'est de réunir non pas seulement deux points de contact, deux points du corps des chandeliers pour
avoir notre droite, mais au contraire un maximum. Il faut que le support, la résistance soit très pertinent. Et pour respecter le caractère un peu autoprophétique, ce sont justement sur les niveaux où il y a eu le plus de blocage, où il y a le plus de points de contact, qu'on est à peu près certain que la plupart des investisseurs traceront également un niveau de support ou de résistance. Il faut idéalement que tout le monde voit la même chose. Il y a cette image que j'aime bien, c'est que on ne viendra jamais provoquer tout seul une vague. Par contre, on peut surfer une vague. Bah là, c'est un petit peu pareil. Si on est tout seul dans son coin à tracer des supports et des résistances que personne d'autre ne verront, bah, en fait, ce sont des niveaux qui sont peu pertinents et qui n'auront aucun mal à être rompus. Là, j'en ai tracé quelques-uns en reliant les points de contact ici par rapport à la résistance médiane, qui correspond bien aussi à des points de résistance, à des points de blocage plutôt du prix en septembre 2023. Même si je ne les avais pas sous les yeux, on peut conforter un petit peu ce choix de tracer avec des niveaux de septembre 2022 et antérieurs encore. Donc sur Dassault Systems, on aurait globalement ces niveaux-là, c'est-à-dire une résistance d'ailleurs sur laquelle on bloque depuis déjà plusieurs semaines. Alors comme on est à la fin de l'été, c'est vrai que c'est assez traditionnel, il y a peu de volume investi sur les marchés, il y a eu quelques actualités, mais finalement ces derniers jours, ça s'est révélé quand même assez calme. On attend notamment ce soir les résultats d'NVIDIA qui devraient influencer tout le secteur techno, notamment Systems. Et au-delà, on a donc une résistance par exemple sur les 36,65 € et en dessous de nous, plutôt un support sur les 33 €. C'est un indice supplémentaire. On sait à peu près sur quel niveau le marché va bloquer. Ça peut nous permettre de fixer justement donc des objectifs. Le but du jeu, évidemment, c'est d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut. Alors, on n'y arrive jamais parfaitement, mais les supports et les résistances peuvent nous aider justement à fixer quelques niveaux d'objectifs. Si on complète un petit peu, voilà, là je viens de relier quelques points de contact au travers de niveaux obliques, de diagonales tout simplement. Quand ils sont parfaitement parallèles, on parle de canal. Et la stratégie bête et méchante, je dirais, sans plus de subtilité, si on se contentait de ce seul indice pour l'enquête policière, ce serait à chaque fois que le marché bute sur un niveau de support, eh bien de racheter le titre pour le vendre à proximité d'une résistance. Par exemple, de racheter le titre lorsqu'il a testé son support des 32,90 €, 33 le 7 août, et de le revendre sur la résistance que l'on vient de tracer. On pouvait tout à fait à cette époque-là déjà tracer ces niveaux-là, puisque par rapport aux cotations antérieures, on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de points de blocage et donc le prix a déjà été testé un grand nombre de fois là-dessus. Donc là, ça devient assez intéressant. On commence à avoir plusieurs indices dans l'enquête, c'est-à-dire là, on est plutôt sur des phases d'hésitation en ce moment, avec ce bémol qui est assez caractéristique à l'été, c'est-à-dire que c'est toujours un peu comme ça, il y a peu de volume investi, et puis quelques objectifs qui commencent à se présenter à nous, notamment si on voulait acheter le marché maintenant, eh bien ce serait pour aller viser les 36-60 €. Le dernier point, j'en aurais fini là pour l'initiation, les bases, je dirais, du price action, c'est que pour ne pas surfer la vague tout seul, il faut céder des volumes boursiers. Là aussi, on va retrouver les volumes sous ce bouton-là, indicateur, on va taper volume. Et l'idée, c'est de dire que s'il y a peu de volume sur les marchés, c'est-à-dire si les histogrammes en bas sont très bas et même décroissants, il y a une très faible probabilité que l'on arrive à casser la résistance la plus proche. Il y a peu d'argent investi sur le marché, il est peu probable qu'on batte un nouveau plus haut. À l'inverse, quand on voit que les volumes grossissent, que les histogrammes sont de plus en plus grands, là on commence à surfer une vague et on se dit, ah, il y a peut-être moyen, il y a une bonne probabilité d'aller casser cette résistance et donc de viser la suivante en guise d'objectif. Donc s'il fallait rentrer maintenant, le premier obstacle, bien sûr, c'est de casser la résistance la plus proche avec une hausse des volumes, pourquoi pas à la rentrée, ou pourquoi pas dès demain matin si les résultats d'NVIDIA sont bons, et d'aller viser la résistance suivante. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Et je vais vous laisser en compagnie de Célina pour parler d'indicateurs et d'oscillateurs techniques. Maintenant que notre enquête a démarré et qu'on a pu voir quelques éléments de base avec Dorian, on va maintenant s'intéresser à deux autres indicateurs que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors, le premier indicateur qu'on va voir ce soir, ça va être les moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, elles vont nous aider à lisser les prix pour obtenir ou pour identifier des tendances émergentes. Alors, imaginez que vous regardez les prix d'une action jour après jour. Certains jours, le prix va monter. D'autres jours, il va baisser et même peut-être avec des exagérations de marché. Donc avec toutes ces fluctuations, il peut être difficile de déceler une tendance sur le sous-jacent. C'est donc là que la moyenne mobile va rentrer en jeu. En faisant la moyenne,
de tous les prix de clôture sur une période donnée, par exemple sur 50 jours, on va obtenir une courbe que l'on appelle une moyenne mobile simple. Elle permettra donc de constater la tendance des prix du sous-jacent sur une période. Alors, la moyenne mobile simple, elle va être calculée en faisant une simple moyenne arithmétique sur une période donnée. Pour autant, il existe une multitude de moyennes mobiles, comme par exemple la moyenne mobile exponentielle, qui, selon nous, est un indicateur beaucoup plus fiable que la moyenne mobile simple, puisque la moyenne mobile exponentielle pondère davantage, de par sa formule, les bougies récentes. Le but, c'est vraiment d'accorder beaucoup plus d'importance aux derniers mouvements macroéconomiques et microéconomiques plutôt que passés. Le but ce soir, ça ne va pas être de rentrer vraiment dans les détails du calcul de cette moyenne mobile, mais plutôt de comprendre que la moyenne mobile exponentielle est donc beaucoup plus réactive que la moyenne mobile 5 et donc souvent, elle nous permet d'entrer plus tôt en position. Maintenant qu'on a vu la définition et comment elle se calcule, on va passer aux différentes stratégies. Alors, il existe une multitude de stratégies basées sur les moyennes mobiles. Ce soir, on va vous présenter notre stratégie préférée chez Meurthe Placement pour identifier des signaux d'achat et de vente. Alors, la stratégie qu'on a choisie, elle consiste à observer et à analyser les croisements des moyennes mobiles exponentielles courtes, donc sur une période de 50 jours, et des moyennes mobiles exponentielles plus longues sur une période de 200 jours. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, quand la moyenne mobile courte, donc de 50 jours, croise à la hausse la moyenne mobile longue, on a un signal d'achat nommé Golden Cross. À l'inverse, lorsque la moyenne mobile courte croise à la baisse la moyenne mobile longue que vous pouvez voir en bleu, c'est un signal de vente. Dans le jargon boursier, on appelle ça une death cross. Ça, c'est la théorie. On fera un cas pratique tout à l'heure et vous verrez, ça sera beaucoup plus parlant. Mais juste avant, je vais vous présenter un autre indicateur qui est le RSI. Le RSI, de son acronyme en anglais, en français, on va l'appeler l'indice de force relative. C'est un outil précieux puisqu'il va nous aider à suivre la vitesse dans les changements de prix du sous-jacent. Alors, comment il est calculé? Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir. On peut facilement trouver la formule sur Internet. Je vais juste mentionner qu'il est calculé en faisant le rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur une période donnée. Cet indicateur, il va nous servir pour déterminer des conditions de surachat ou de survente d'un actif. Pour faire simple, le RSI est un indicateur borné qui va osciller entre 0 et 100 et il se définit par 3 zones. Donc la première zone est de 0 à 30 et elle correspond à la zone de survente. Ensuite, inversement, on a la zone de surachat qui se trouve entre les bornes 70 et 100 et entre ces deux zones, on aura ce qu'on appelle la zone de construction. Quand le RSI est en zone de survente, ça veut dire, comme vous l'avez peut-être deviné, que le titre a peut-être été survendu, peut-être à tort, et pourrait donc rebondir à la hausse. À l'inverse, quand il est en zone de surachat, il a peut-être été suracheté et donc peut être enclin à une correction. Mais au-delà des conditions, ce qui rend le RSI particulièrement intéressant, ça va être sa capacité à montrer des divergences. En général, si vous avez un peu compris comment il fonctionne, le RSI va très souvent suivre précisément le cours de l'action. Mais il se peut que ces deux courbes divergent. Et c'est ce qu'on appelle les divergences du RSI. Les divergences, ça va être une situation où, par exemple, le prix de l'actif et le prix du RSI se décorrèlent. Et donc, à l'instant T, ça peut signaler une inversion de tendance. Et c'est vraiment cette particularité-là qui fait du RSI un outil précieux, puisqu'il va nous aider à anticiper des changements de prix ou des changements de direction du marché. Donc, comme promis, maintenant nous allons passer à la pratique.
Et donc, préparez-vous à mettre en application tout ce que nous avons appris. Alors, on va continuer l'analyse sur l'action d'Assosystème. Et on observe ici, sur la première partie du graphique, qu'on a assisté à un rallye haussier de fin octobre à fin janvier sur les valeurs de la tech et de l'IA. Mais pour Dassault Systèmes, le rallye haussier s'interrompt juste ici, lors des publications des résultats fin janvier. Ici, on peut dire que c'est la désillusion pour les investisseurs. Ce gap baissier est un gap de déception. Il va montrer donc un désintérêt pour la valeur. À la suite de ce gap, on observe que le cours prend une tendance baissière pendant quelques semaines. Puis ici, on observe une latéralisation des cours. Et on arrive sur une première zone de support qu'on a pu voir tout à l'heure avec Dorian, qui a été plutôt bien travaillée depuis le début d'année 2023. Donc, je vais prendre une droite horizontale pour la tracer puisqu'elle va nous aider plus tard. Mais à ce niveau-là, à part le fait de savoir qu'il y a une zone de soutien acheteur, on n'a pas vraiment de direction claire sur les mouvements à venir. Donc, il peut être judicieux d'ajouter ici les moyennes mobiles. Donc, pour cela, je vais ajouter la moyenne mobile courte sur 50 jours, qui est donc apparue en vert. Et je vais donc aussi rajouter la moyenne mobile 200 sur 200 jours, qui est la moyenne mobile longue. Et on observe ici que les moyennes mobiles se croisent à la baisse et forment une death cross. On observe par ailleurs, si je zoome un peu plus, que lors de la formation du signal de vente, la bougie du jour montre toute l'indécision du marché avec donc ces deux mèches, ces deux grandes mèches plutôt, et son petit corps. Dans la continuité de la death cross, le marché continue de baisser. Et donc, comme on n'a pas plus d'indications que ça dans les mouvements du cours, on va placer l'indice de force relative pour voir un peu comment évoluent les prix. Donc, je choisis ici le RSI. Et donc, on observe ici que le cours de l'action commence à faire des plus bas de plus en plus bas, alors qu'ici, le RSI commence à faire des plus bas, mais de plus en plus haut. On observe donc ici une divergence haussière qui commence à se dessiner. Si on regarde ça de plus près, on observe que le 9 juillet, le cours de l'action fait un point bas, le RSI également, mais que le 5 août, le cours de l'action fait un plus bas, encore plus bas que le précédent, tandis que ici, le RSI fait un plus bas, mais il reste plus haut que le précédent. C'est ce qui va confirmer notre divergence haussière et directement l'enclencher. Mais cette divergence haussière a aussi été réalisée, puisqu'elle respecte les deux conditions d'une divergence haussière. En l'occurrence, un début de mouvement haussier et le dernier sommet du RSI qui est supérieur au précédent. Donc depuis l'enclenchement de cette divergence haussière, on peut observer ici que le titre a gagné 6%. Et il est probable que cette tendance haussière se maintienne en l'absence d'autres signaux. Cette configuration nous amène donc à être acheteur sur le titre avec un objectif à court terme autour des 35 €, donc au prochain support, et pourquoi pas 37 € pour viser encore le deuxième support à moyen terme. Contrairement aux idées reçues, l'analyse technique ne garantit pas d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Son rôle est plutôt de nous aider à établir des scénarios basés sur des probabilités. Et c'est grâce à ces indicateurs-là qu'on pourra identifier des scénarios fiables. Ces scénarios, ils vont nous permettre déjà à comprendre le marché et en plus à mieux gérer nos positions en minimisant les risques. Donc nous en avons terminé pour notre introduction à l'analyse technique. Si vous avez des questions
ou si vous souhaitez qu'on revienne sur certaines parties de notre présentation, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Oui, merci Célina. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous laisser 2 minutes, je pense, 2-3 minutes. Et alors, quelques mots en attendant. C'est vrai que cette session est enregistrée. Donc, si vous souhaitez reprendre des parties, vous pourrez le faire dès ce soir. Ce sera en ligne quelques minutes après la fin de la session. Et ça restera sur notre chaîne YouTube le plus longtemps possible. Je rappelle effectivement qu'il y a ce code promotionnel en description si vous souhaitez donc prolonger votre abonnement en tant que membre de la communauté Bourse Privée, ou si au contraire vous souhaitez nous rejoindre à l'issue du visionnage de cette présentation. Voilà, je vois que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de message. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une trentaine de secondes normalement entre le moment où nous on parle et ce que vous entendez, donc on va encore un petit peu patienter. Quoi d'autre? C'est vrai qu'à court terme, l'évolution d'Asso Systèmes va bien sûr beaucoup dépendre des résultats de Nvidia ce soir. Vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de lire le journal de la bourse, c'est normal, mais c'est le gros sujet de ce soir. C'est même le gros sujet de la semaine. Donc on espère bien sûr que les résultats seront bons parce que ça devrait tracter l'ensemble du secteur techno et pas seulement aux États-Unis. Affaire à suivre dès demain. Ok, écoutez, visiblement pas de questions, donc on suppose qu'on a été clair. Merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous dans nos prochaines newsletters. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.